Bon crime à tous et à tous. Hazak pour faire le déplacement. On remercie Torah Bavner, on remercie Torah Box pour ce show extraordinaire qu'ils mettent à notre disposition. Je rappelle qu'à la fin du cours, le cours sera suivi comme toutes les semaines d'un buffet bien agrémenté et d'apéritifs et de pizza. Bezrat Hashem, comme vous le savez, mais je le répète quand même pour m'aider à mettre les choses en place. À la fin du cours, Bezrat Hashem, le groupe va se diviser en trois. Les femmes mariées, ça va être votre place ici. On va vous mettre tranquille. Les hommes mariés, on va vous amener une table, vous allez être ici. Tous les célibataires confondus, garçons et filles, vous allez avoir toute la salle au fond pour vous. Je répète comme j'ai l'habitude de le faire et je n'aurai de cesse de le répéter. Je vous demande s'il vous plaît, mesdames et messieurs, de respecter les règles de halakha. Ça veut dire, même si c'est évident, je précise quand même, évitez s'il vous plaît qu'un garçon qui soit célibataire ou marié se retrouve à la table des femmes mariées. C'est vraiment pas votre place. Et inversement, mesdames, célibataires ou mariés, ne vous retrouvez pas à la place des hommes mariés. Ça met les gens mal à l'aise dans les deux sens. C'est pas halachique et nous on est là pour faire un cours de Torah et on essaie de cadrer ça cadré. Donc voilà, aidez-moi mes attachés à faire les choses. Ce sont vraiment des choses simples à faire, c'est vraiment très facile. Et je vous souhaite, en tout cas mes attachés, les célibataires, si vous avez quelqu'un, je répète ce que j'ai l'habitude de dire chaque cours, après chaque cours, si vous voyez quelqu'un qui vous intéresse, vous avez eu peut-être un peu honte de vous, je sais pas, de vous rapprocher les uns les autres, de discuter. Vous avez Madame Attal, si vous pouvez lever la main, voilà. Madame Attal, tout en bleu ce soir, au Hachem. Mesdames, mesdemoiselles, vous pouvez vous adresser à Madame Attal qui va venir s'adresser à moi s'il y a un garçon que vous voudriez peut-être rapprocher. Et pareil pour les garçons, s'il y a une jeune fille qui est partie, etc., je ne sais pas, vous avez un peu honte de l'approcher, vous pouvez vous adresser à moi. On essaiera sur place, si Dieu veut, de vous mettre en contact. Si ça se fait, bon, Hachem, ça marche. Et j'entends, bon, Hachem, qu'à travers le cours déjà, j'ai des petits retours, qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. On ne parle pas tant que les choses ne sont pas concrétisées. S'il y a des choses qui se font de manière concrète et vous voulez continuer, vous voulez encadrer, pour ça vous avez le Rav Avner. C'est vraiment le repère Baruch Hashem des célibataires à Natania et dans le centre en général. Vous pouvez le voir, il reçoit tous les jours, à partir de 10h jusqu'à 13h, et même maintenant avant Mitra, il reçoit. Vous voulez être encadré dans un chidour pour qu'il soit vraiment supervisé par un Rav, qui se fait dans la Kedusha et comme il faut. Le Rav, il se trouve vraiment à votre disposition pour cela. Bezrat Hashem, on commence tout de suite avec le cours. Le thème ce soir, Bezrat Hashem, et là le titre il m'est venu comme ça. Est-ce que la tromperie paye ou pas? Non. Alors on va essayer. Alors c'est facile de dire oui ou de dire non, mais on va essayer Bezrat Hashem de montrer ça ce soir. Alors on sort d'une paracha extraordinaire. J'ai un petit fait pour cette paracha, parce que c'est la paracha de Bar Mitzvah. Donc vous pouvez me souhaiter Mazal Tov, et même si la date est passée, je reçois encore les cadeaux, vous en faites pas. Tout moyen confondu, les virements, les cadeaux physiques, et aucun problème. Moi, c'est moi qui vous ai fait des cadeaux. Donc si maintenant vous voulez en faire aussi, mais si vous rabat. Et je tiens à vous dire quelque chose d'extraordinaire, et je m'adresse surtout, en fait, à tout le monde. La semaine dernière, pour ceux qui étaient présents, on a distribué après le shiur, pour ceux qui ont pris sur eux, pour les garçons, des tzitziyot. Vraiment, c'était sponsorisé par Torah Box. Et il y a des dames aussi, des demoiselles qui ont levé la main pour prendre sur elles, pendant un certain temps, la tsniout. Chacun à son niveau, chacun ce qu'il voulait faire. Ça a été filmé. D'accord? Donc vous n'avez pas été filmé, moi j'ai été filmé. Je l'ai donné à Torah Box qui l'a diffusé. Vous n'avez même pas idée, les retours que j'ai eus. Hier, j'étais là-bas. Le Kiddush Hashem que vous avez fait à travers les engagements que vous avez pris, les gens, ils ont été... Parce que vous savez que Torah Box, ils ont le bras long. C'est pas uniquement en Israël. Ça va en France, ça va aux États-Unis, ça touche toutes les communautés francophones dans le monde entier. Les gens, ils ont été impressionnés qu'en 2 minutes, il y ait autant de personnes qui aient levé la main. Donc vraiment, je tiens à vous féliciter. Et Bezrat Hashem, sachez qu'on est en train de travailler sur d'autres projets pour encore vous encourager à avancer, parce que c'est ça le but, c'est pas de faire du surplace. Donc vraiment, quoi la cavote. Donc voilà, je profite de dire que la semaine dernière, c'est moi qui vous ai fait des cadeaux. Donc si vous voulez me rendre l'appareil, on rabat. D'accord? En tout cas, voilà. C'est ma paracha, elle me tient beaucoup à cœur. Elle est très riche en sujets à traiter. Et je ne sais pas si vous le savez, mais la paracha de Nassau, c'est la paracha qui est la plus longue de toute la Torah. Alors pour un bar mitzvah, je peux vous dire que ça n'a pas été un défi facile quand j'ai dû apprendre la paracha. Elle contient 176 psukim versés. C'est la plus longue de toute la Torah. Alors j'ai décidé pour ce soir, vu qu'on sort de Shavuot, qu'on allait la traiter du début à la fin. Ça ne vous pose pas de problème, n'est-ce pas? Non. À part, il paraît qu'à 22h, il y a un match ce soir. Ah oui, alors. Non, moi je rigole. On va essayer de prendre, si Dieu veut, on va dire un sujet en particulier. Évidemment, il est assez limité en soi, mais vous allez voir comment est-ce que très vite on va réussir à l'agrandir et à l'élargir et à amener vraiment des messages de tous les jours au travers de cela.
un des passages peut-être essentiels de cette paracha, vous avez surtout, je suis certain, pratiquement tous ici déjà entendu parler. Raphaël, peut-être que... Je garde ta place après, au cas où. Vous avez déjà tous entendu parler de la femme sota. Qu'est-ce que c'est la femme sota? C'est la femme qui est soupçonnée d'adultère. Chas v'shalom. Une femme qui est soupçonnée d'adultère, il y avait tout un processus pour s'assurer est-ce que oui ou non il y avait un problème. Alors je rappelle rapidement les grandes lignes. Vous avez monsieur et madame, je ne vais pas dire de nom parce que je veux toucher personne. Monsieur et madame, je vais mettre un nom, hein, Cohen, d'accord? Très bien. Ils vivent en shalom, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et là on a monsieur Cohen qui a un doute sur la fidélité de sa femme. D'accord? Aujourd'hui malheureusement on ne peut rien faire. À l'époque, monsieur Cohen il prenait sa femme, il l'amenait jusqu'au Beth Amikdash au temple, et là-bas le Cohen, il le faisait boire une potion magique. Vous connaissez tous Astérix et Obélix? Oui, ne dites pas non parce que je ne vous croirai pas. Très bien. Une potion magique, on va expliquer après de quoi est-ce qu'elle était composée. Et c'était la seule manière de savoir si une femme avait trompé son mari ou non. Alors il faut savoir, c'est pas dans tous les cas qu'on faisait boire cette eau à cette femme, c'est vraiment dans un cas où on avait un vrai doute. Si une femme, par exemple, elle l'avouait, ou bien c'était évident, il y avait vraiment des témoins qui avaient vu l'acte entre cette femme et cet homme, évidemment, là, il n'y a pas de question à poser, on sait que malheureusement, elle a fait la vera. Mais dans le cas du doute, on prenait cette femme et on lui faisait boire cette eau qu'on va expliquer comment ça se passait. Et là, je tiens à dire quelque chose, mes amis, de très important. Et là, je tiens à préciser quelque chose de très important. Chazal nous dit que l'effet immédiat qu'il y aura sur un couple qui est infidèle est les suivants. Un homme qui trompe sa femme chas v'shalom, immédiatement, il perd sa parnassa. Un homme qui trompe sa femme, il perd sa bracha. Il perd sa bracha dans les affaires, il perd sa bracha, tout de suite, il est frappé. Vous imaginez bien, on ne peut pas faire des bêtises et ne pas avoir de répercussions. Une femme qui trompait chas v'shalom son mari, qu'est-ce qui se passe? Sa maison, je vais parler dans le jargon habituel, elle part en cacahuète. Les enfants ne veulent plus écouter les parents, le mari il sent qu'il y a un problème avec sa femme, la maison, comme on dit, elle s'effondre. D'accord? Et si vous êtes sympa, je vous dévoilerai un secret, il me semble que j'ai lu ce Shabbat, c'était du Zohar HaKadosh, la Kabbale, un secret extraordinaire, mais sachez une chose, que la Torah vient de nous dire une chose, que si chas v'shalom, une femme trompe son mari, la Torah vient témoigner, le mari, il va se douter de quelque chose, automatiquement. Peut-être que lui, après, il va interpréter en disant « Non, je suis parano, pourquoi je lui prends la tête, pourquoi je lui demande tous les soirs où elle va, pourquoi je lui demande à 1h du matin avec qui elle texte, avec qui elle parle, etc. etc. » Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée il y a 1 an de ça. Il y a une personne, donc je ne sais pas, peut-être une 50aine d'années que je connaissais d'une synagogue, qui vient me voir et il me dit « Rav, j'ai besoin de votre aide. » Je lui dis « Si je peux, avec plaisir. » Il me dit « Écoutez, voilà, ma femme, je trouve qu'elle me prend un peu trop la tête. » Je lui dis, bon, jusque-là, tout va bien. Vous faites partie des couples classiques. Pourquoi? Parce que c'est simplement une question de est-ce que vous comprenez ou pas. Elle me dit, non, vous comprenez, moi je travaille, et ça ne lui plaît pas que je travaille en partenariat avec une femme. Bon, dans quel domaine vous travaillez? Dans l'immobilier. C'est pas le milieu de la nuit, c'est pas quelque chose qui peut... Bon, j'ai dit d'accord, maintenant le type, c'est pas un rabbin. Type classique, oui, les hommes travaillent avec les femmes. Ça arrive très souvent. Je dis bon, je ne comprenais pas, c'est sûr qu'il y a anguille sous roche, parce qu'une femme, elle n'a pas une alarme qui s'allume sans raison. D'accord? Il faut être aussi sensé, il faut commencer à réfléchir. Je lui dis, c'est quoi le problème? Il me dit, je ne sais pas, machin, elle est jalouse, elle fait ci, elle fait ça, ta. Je parle avec la femme au téléphone, et là, évidemment, j'ai l'autre côté, l'autre son de cloche, et vous savez ça, mes amis, que c'est une halakha, et c'est du bon sens également, que quand vous entendez une version, vous ne pouvez pas entendre la version tant que le deuxième n'est pas présent. Parce que ça fait peur de voir des fois les deux sons de cloche totalement différents qu'on entend. Ok? Donc j'entends la dame. Elle me dit, je vous explique ce qui se passe. Mon mari il est très gentil, il est censé terminer à 18h. Jusque-là, pas de problème. Il rentre à la maison. À 20h30, 21h, 21h30, il commence à envoyer des messages. À qui? À sa collègue. Par rapport à quoi? Par rapport au travail. Il me dit, moi, je n'admets pas.
Le travail se finit à 18h, il n'y a aucune raison qu'à 20h, 21h, il parle avec une femme au téléphone. Je dis sur cela, je vous donne 100% raison. Ok, on avance d'un cran. Le type dont je vous parle présente bien. C'est beau gosse, très gentil, très avenant, très serviable. La femme en question, c'est une femme qui est divorcée. Alors encore une fois, il ne faut pas mettre de tampon pour rien. Une personne divorcée, un homme ou une femme, il n'a pas forcément des mauvaises intentions dès qu'il voit une femme ou un homme. Il faut être censé. Mais il y a un grand mais. Il faut comprendre qu'une personne qui est divorcée, c'est une personne qui a connu ce que c'était, Baruch Hashem, un couple. De pouvoir aimer quelqu'un et surtout d'être aimé. Et quand une personne n'a plus ça, elle a un manque énorme naturel qui vient s'installer. En tout cas pour une personne normale. On a envie d'aimer et on a envie d'être aimé. Et c'est comme ça, c'est naturel. Cette femme-là, donc qui est entre guillemets un petit peu en détresse sentimentale, et ça aurait été pareil pour un homme, elle voit en face d'elle un homme super gentil, super sympa, super serviable. Il est marié, elle le sait, pas du tout, elle n'a aucune mauvaise intention. Mais doucement, doucement, ça commence un petit peu à faire de la proximité. Elle me dit, cette dame, ça me dérange. Est-ce qu'elle a raison? Évidemment que oui, c'est même pas une question. Oui. Mais pourquoi lui, il bug? Il me dit, moi, je comprends pas. Alors, je l'ai pris, je dirais, il faut que tu comprennes quelque chose. Tu es très gentil. Tu n'as aucune mauvaise intention et elle non plus. Mais il faut comprendre qu'on ne passe pas du tout au rien. On passe pas du tout au rien en une fraction de seconde. C'est un processus. C'est un processus. Ça commence par une relation de collègue à 100% pure. Et ensuite, on s'envoie des messages en dehors des heures du travail pour parler, encore une fois, du travail. Ensuite, on s'envoie des messages avec une petite bague et un compliment, et une rose, et un smiley, et un cœur. J'ai dit, et comme ça, très lentement, les barrières tombent. Il faut que tu apprennes une chose, que cette femme-là, dans son inconscient, elle cherche l'intention de quelqu'un et l'amour de quelqu'un. Malheureusement pour toi, tu n'es pas la bonne personne. Et elle doit le savoir. Mais dans la tête de quelqu'un, on ne sait pas comment ça se passe. Alors maintenant que tu es encore au début du processus, tu peux tout arrêter tout tranquillement. Tu dis, écoute-moi bien, à partir de maintenant, très gentiment. Le bruit se termine à 18h. 18h00 jusqu'au lendemain, 9h ou 8h30, il y a peu de raison qu'on soit en contact. Parce qu'on ne parle pas de quelqu'un qui travaille en tant qu'ambulancier ou en tant que médecin, qui peut avoir un problème de picoire des fèches. On parle de quelqu'un qui vend simplement des maisons, qui loue des appartements. Donc c'est quelque chose que c'est pas du tout obligatoire. Le type il a compris, il est rentré chez lui, j'ai plus une nouvelle, vous savez, au Hachem, nous on est sollicité quand il y a des problèmes. Mais quand tout va bien, on ne nous dit pas. Et je donne vraiment un conseil pour vous aussi. Quand vous allez voir des grands rêves, vous demandez des brachot pour le mariage, pour la santé, pour tout ce que vous voulez, et vous êtes vraiment en détresse. Et que, après avec le temps, les choses elles sont arrangées, vous avez su vous déplacer pour sonner l'alarme, sachez également vous déplacer pour annoncer des bonnes nouvelles. Venez voir le Rav, Baruch Hashem, ça s'est bien passé, etc., etc. Ça fait plaisir. On voit que soit la bracha pour des gens qui sont capables, ou soit simplement l'expérience et le conseil qu'on vous a donné, également ça a payé. Donc ce type-là maintenant, il a un safek. Il a un doute, il ne sait pas si sa femme, elle a trompé ou elle n'a pas trompé. Et sachez peut-être que la pire des choses qui peut arriver dans la vie d'un être humain, c'est de vivre avec un doute. Comme vous le dit Chachamim, en simcha, et là, katarat asfekot. Il n'y a pas de joie plus grande que le moment où j'ai répondu à un doute. Oui, je fais pas. Oui, j'investis pas. J'y vais pas. Je l'appelle pas. Je me marie pas. Je veux ça. C'est horrible dilemme. Quand tu réponds et tu arrives à trancher, Baruch Hashem, ça va mieux. En sipra et là ketarat asfekot. Imaginez aujourd'hui, vraiment, c'est des cas malheureusement de tous les jours. Une femme ou un homme n'est plus sûr de la fidélité de son conjoint. Je vous dis concrètement, je pèse mes mots. La personne ne vit plus. Elle vit, elle se réveille, elle a une neshama, elle va au travail, elle mange, elle boit, ce que vous voulez. Mais à l'intérieur, elle est morte. On appelle ça un mort vivant. Non mais, je vous dis, il est rongé, ou elle est rongée de doute du matin au soir. Son mari est censé rentrer à 19h de la maison. À 19h10, la personne n'est pas là. Tout de suite. Où il est. En général, tu dis, bon, il y a eu un embouteillage, il s'est arrêté de faire une course. Elle a même oublié qu'il lui a demandé d'acheter des œufs. Vous imaginez ou pas? Où tu étais? Donne-moi ton téléphone, etc. Yo, pourquoi? Il y a ici quelque chose qui s'est brisé. Je vous parle même pas, que si un jour, il y a eu déjà des rapages, et qu'il y a une deuxième chance qui est accordée à l'autre, même si deuxième chance est accordée, ce sera jamais comme la première fois. Pourquoi? Parce que prenez une feuille blanche, d'accord? Neuve. Elle est très bien.
prenez-la, pliez-la. Vous en faites une boule. Vous décidez maintenant de la remettre à l'état d'origine, c'est impossible. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il va rester des traces. Même si une personne est capable de donner une deuxième chance, ce ne sera plus le même regard. Ce sera plus le même calme intérieur. Où tu étais? Qu'est-ce que tu as fait? Avec qui tu parles? Etc. Et une personne, elle ne vit plus. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus de manière de savoir. Et des fois encore pire. La personne, elle sait très bien au fond d'elle de ce qui se passe. Elle sait que sa femme ou son mari, malheureusement, fait ce qu'il ne faut pas. Mais quoi? Vous avez des dames qui vont dire, si un jour elle l'avoue, bon, je sais qu'il fait ses petites affaires sur le côté, mais la vérité, sa carte bleue, elle me fait fermer les yeux sur ce qu'il fait, sur ses à côté. Et il y en a beaucoup, malheureusement. Sa carte bleue vaut le coup que je me taise et que je ferme les yeux sur ses dérapages. Vous avez aussi l'autre version. Vous avez l'homme qui sait très bien que sa femme, elle fait n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle va te dire? Oui, mais sa plastique, elle vaut le coup. Moi, je me tais parce que si je la paierais, je suis pas sûr de trouver une femme aussi jolie. Chacun va avoir ce qui va lui parler le plus et va, malheureusement, fermer les yeux sur une chose aussi horrible que ça. Alors, à l'époque du Beth Amikdash, on prenait cette dame-là et on lui faisait boire, comme je disais tout à l'heure, une potion magique. Et on prenait de l'eau d'un ustensile en particulier qui s'appelait comment? Le kior. C'était le robinet qu'on avait installé pour que les Kohanim se lavent les mains et les pieds avant qu'ils fassent leur service. De quoi il était fait ce kior? Et là, c'est très intéressant. Il était fait de nérochettes, de bronze, de cuivre. Il était recouvert de miroirs. D'où venaient ces miroirs? C'est pas Ikea. Je vous enlève le doute tout de suite. Des femmes. Des femmes de quoi? C'est-à-dire, vous connaissez un peu l'histoire, mais je vais vous donner un tout petit peu de piquant. Ces miroirs, quand ils sont venus les amener pour la construction du Mishkan, Moshe Rabbeinu, il a refusé ces miroirs. Pourquoi? Il a dit, je sais d'où ils viennent ces miroirs. Que nous dit Rashi? Donc quand les Bnei Israël étaient asservis en Mitzrayim, ils avaient, donc mentalement, moralement, ils étaient complètement détruits. Ils n'avaient aucune envie, ils avaient perdu l'envie d'avoir des relations avec leurs femmes et d'avoir de nouveaux enfants. Pourquoi? Nous dit Razal, parce que les Bnei Israël ont vu quelque chose de terrible. C'est qu'ils ont vu leurs propres enfants être utilisés quand il manquait du matériel. Ils ont été eux-mêmes, les enfants, ils ont été utilisés à la place des briques dans le mur. Laura Lévy. Quand les gens dans la maison, ils disent, mais attends, à quoi ça sert d'avoir des enfants si c'est pour prendre le risque d'un jour de voir qu'on nous les a arrachés et qu'ils sont là-bas? D'ailleurs, sachez une chose, il y a eu un enfant qui a été emmuré des Bnei Israël et ça a été un argument qui a sauvé les Juifs. Je vais m'expliquer. Quand les Bnei Israël, ils ont traversé la mer, et on sait que la mer, elle s'est ouverte pour les laisser passer, il y a eu dans le ciel une guerre à savoir est-ce que les Juifs, ils étaient vraiment sauvables ou pas. Mais après, ils ont dit, mais attendez, que je me comprends, pourquoi est-ce que tu veux que eux, ils vivent et que eux, les Égyptiens, ils vont mourir? La grande Tana, c'était quoi? Elo Avdei Avodazara, Vélo Avdei Avodazara. Ceux-là, c'est des idolâtres, et ceux-là, c'est des idolâtres. On le sait que les Bisraël, ils sont beaucoup dégradés en Égypte. On avait parlé de ça dans les cours précédents. Il y a eu beaucoup d'arguments qui ont été donnés, qui ont été réfutés. Mais qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Il y a un malach qui a amené l'âme de ce bébé qui avait été emmuré. Et il a dit devant tout le monde, il a dit ça, les Égyptiens, ils n'ont pas vécu. Un bébé emmuré, ils n'ont pas vécu. Et malgré tout, les Mitzrayim, ils sont restés juifs. Rien que pour cet acte d'atrocité qu'ils ont vécu, tu dois les sauver. Et ça a été accepté. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les femmes, quand ils ont tué leur mari? Ils étaient détruits. Et vous savez pourquoi, à part ça, ils étaient aussi détruits? Parce que les Mitzrayim, les Égyptiens, ils avaient demandé aux Israël de construire deux villes qui s'appelaient Pitom et Ramsès. Bon, tu dis, ok, c'est des villes, il n'y a pas de problème. Pas du tout. Il y avait Anguille sous roche. Ces villes-là étaient sur des sables qu'on pourrait appeler aujourd'hui peut-être des sables mouvants. Alors, c'est pas peut-être immédiat, mais ça veut dire que chaque chose qu'on construisait là-bas, à un moment donné, qu'est-ce qui se passait? Ça s'effondrait. Et on leur demandait quoi? De recommencer. Et de recommencer. Et de recommencer. Vous imaginez? Quelqu'un qui se met à construire une ville, c'est pas un immeuble, une ville, ça peut lui prendre presque sa vie entière. Et le type, il construit, alors même s'il est esclave, même s'il est battu, même s'il est tout ce que vous voulez, il va avoir quand même un petit peu, on va lui laisser à la fin un petit peu de satisfaction de voir que finalement, son œuvre, ben, ça a payé. Voilà, bon, ok, au moins j'ai bâti ça. Et qu'est-ce qui se passait le lendemain ou une semaine après? Il y a tout qui s'écroule. Pour le prendre des forces, on dit, tu vas recommencer. Et le type, il sait très bien que ce qu'il est en train de faire maintenant, c'est zéro. Il sait que tous les efforts qu'il est en train de fournir, c'est bien pour arriver à quel résultat? Rien. D'ailleurs, un jour, on raconte une histoire sur un prisonnier
sa peine, à part le fait d'être emprisonné, tout le temps où il était en prison, c'était quoi? C'était de faire tourner une roue avec une chaîne. Elle était dure. Tourne la roue. Il a tourné pendant des années. Il est arrivé à la fin de sa peine, il avait déjà pris peut-être 20 ans, 30 ans. Au moment où il est sorti, il s'est arrêté, écoutez bien l'histoire, à l'entrée de la prison. Il s'est tourné vers son gardien et lui a dit, avant de partir, j'ai une question. À quoi ça servait la roue que j'ai tournée pendant 30 ans? C'était pour lever un pont-levis, c'était pour moudre quelque chose. Le gardien l'a regardé, il a dit, tu veux connaître la vérité? Ça ne servait à rien du tout. Tu as juste fait tourner pour faire tourner. Le type, il est mort sur place. Pendant 30 ans, j'ai servi à rien. Les Bnei Israël, ils étaient détruits. Vous savez ce que ça veut dire détruire quelqu'un moralement? C'est ce qu'on dit, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit dans des cours, mais quand on souhaite la tzlacha no chayelim, on dit que je vois yichazekem begoufam verucham. Qu'Hachem il les renforce dans leur corps et dans leur esprit. Pourquoi l'esprit? Parce que de la même manière où il y a un corps, il y a une guerre de corps physique, et aussi la guerre de l'esprit. Quelqu'un qui arrive à affaiblir, à réussir à insérer un doute dans la tête d'une personne, la peur, ici, il a déjà gagné la guerre. C'est une question de minutes que le corps aussi va suivre. Les Israéliens, ils ont réussi à être détruits. Ils ont été réussis. On a été condamnés à être détruits et physiquement et moralement. Jusqu'au point où, comme on l'a dit, vous ne voulez plus avoir de relation avec la femme, vous ne voulez plus procréer. À quoi ça sert? Ça ne sert plus à rien, c'est pas ça une vie. Et leurs femmes, elles sont venues, ils ont dit, mais tu as une erreur. C'est quoi? C'est que je me rends quand il a dit, Pérour, vous, il faut vous multiplier à avoir des enfants. C'est pas avec une petite étoile, à condition que ça se passe bien ou que ça se passe pas bien. C'est une mitzvah intemporelle et inconditionnelle. Et comment on fait? Qu'est-ce qu'elles faisaient les femmes? Grâce à cette tzadkaniot, elles prenaient ce qu'elles avaient. Pas aujourd'hui, vous savez, la tablette maquillage Dior ou la Chanel ou truc machin, les couleurs, le blush. Mon langage en maquillage, il se limite à 2 mots, blush et maquillage. Après le reste, c'est déjà trop élaboré pour moi. Il n'y avait pas ça. Elles prenaient ce qu'elles trouvaient, des plantes, des trucs, elles essayaient de faire un petit peu de maquillage avec ce qu'elles avaient pour se faire belles. Elles prenaient leur miroir et elles sortaient vers leur mari qui était détruit de leur travail. Elles prenaient leur miroir comme ça, elles le mettaient devant eux et elles lui parlaient à travers le miroir. Qu'est-ce qu'il leur disait? Tu as vu comme je suis belle? Tu as vu, j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça pour toi. Et comme tout être humain, quand tu vois une femme belle, il y avait son envie qui se réveillait. Grâce à ça, grâce à ces relations, ils avaient des enfants. C'est grâce à ça que les Israéliens ont créé ce qu'on appelle Tzivot Hashem, les armées d'Hachem. Il y a eu pour Hashem encore et encore des enfants, encore des enfants. Moshe, quand il a vu ces miroirs, il a dit non, vous êtes très gentils, mais ça se fait pas de recevoir des miroirs pareils. Ça rappelle peut-être un acte qui n'est pas très tsniout, qui n'est pas très pudique, on va pas étaler ça en public. Et Hachem lui-même s'est mêlé. Il a dit Moshe, c'est ce que tu te trompes. C'est grâce à ces femmes-là et à ces miroirs-là qu'aujourd'hui le Ham Israël existe encore. Tu prends ces miroirs et tu vas les mettre, justement, tu vas les étaler au grand public. Tu vas les mettre sur le kior. Ils ont leur place exactement comme n'importe quelle donation pour le Mishkan. Voilà que cette femme qui est soupçonnée d'adultère, on la prend. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend cette eau qui vient de ce kior, de ce kéli, ornée de ces miroirs. On remplit un verre d'eau, on va lui dire bois. Pourquoi bois? Quelle meilleure eau qui vient d'un ustensile qui a été créé avec quoi? Avec la fidélité d'une femme pour son mari en Égypte. Avec la Messirut Nefesh, de vouloir faire les mitzvot quoi qu'il en coûte. Elle va dire cette même eau-là, elle va vérifier si toi aujourd'hui dans ta génération 2024, tu as été capable sans aucun problème d'être fidèle à ton mari ou pas. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans cette eau? C'est très intéressant. Il y avait de l'eau, il y avait de la terre, et on effaçait le fameux nom de Dieu dedans. Et d'ailleurs, vous le savez, c'est de là qu'on avait une grande preuve que dire que quoi? Que pour le shalom bayit, pour la paix dans un foyer, Akadosh Baruch Hu, il est prêt à quoi? À effacer son nom, juste pour qu'il y ait le shalom qui réside dans un foyer. Vous comprenez ce que ça veut dire? Vous savez qu'on a l'interdiction de prononcer le nom de Dieu en vain. L'Otissa et Shem Hashem Lachav. Prononcer, c'est rien passé. Je l'ai juste dit, interdit. Imaginez d'écrire. À quel niveau d'interdit on arrive? De le déchirer, de l'effacer. Hachem, il dit, moi qui vous ai interdit, je vous autorise, moi, pour pouvoir mettre le shalom dans un couple, de prendre mon nom et de l'effacer. Et est-ce que vous pensez que cette potion magique, elle a été prise au hasard? On se dit, bon, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Bon, regarde ce qu'on a autour. Un peu d'eau, un peu de terre. Allez, Hachem, on fait un grand coup de presse, on prend ton nom, on l'efface. Chaque chose chez nous, il est réfléchi. Écoutez bien le message, comment il est extraordinaire.
Donc on sort Baruch Hashem des Pirkei Avot. Il ne faut pas comprendre dans la vidéo pourquoi je rigole. On sort Baruch Hashem des Pirkei Avot qu'on a lu pendant quelques semaines. Il y a un enseignement qui est très intéressant. Et je vous le cite rapidement. Akiva ben Mahalalel Omer. Eve mistaket beshosha devarim ve'al yavo lida avera. Si une personne gardait à l'esprit 3 choses, il ne viendrait pas à fauter. C'est pas mal comme formule. Si tu fais attention à 3 choses uniquement, tu n'es pas censé faire des avérotes. C'est quoi? La première, Da me'ain bata. Sache d'où tu viens. Ensuite, Ulean ata oler. Et vers où tu vas? Velifnemi ata atid litel din vecheshbon. Et devant qui tu vas être amené à rendre des comptes. D'où on vient? Tipa seroucha, d'une goutte anodine, de semence. Vers où on va? Rima vetolea, dans la terre dans laquelle il y a là-bas des petits amis sympathiques qui nous attendent. On va tous se retrouver 6 pieds sous terre après 120 ans. Aussi fort qu'on se sent maintenant et aussi beau que vous vous sentez, j'en suis sûr, on a tous la même adresse. D'ailleurs, moi j'adore un jour quelqu'un, j'étais dans une synagogue, je ne savais pas, je me suis assis à la place de quelqu'un. Et je vois que le gars il arrive et il regarde un peu ma place. Je lui dis excusez-moi, c'est votre place? Il me dit pas du tout. Et le pas du tout, ça voulait dire quoi? Il m'a pas, donc je me suis levé parce que j'ai senti dans l'hésitation et dans les regards qu'il me lançait. Il m'a saisi le bras. Il me dit non, c'est ta place. Je dis mais non, c'est la vôtre, moi je ne prie jamais ici. Je dis c'est votre place. Il me dit on a une seule place. C'est au fond d'un trou après 120 ans. Le type, Béhémet, il m'a remis des proportions en tête. D'ailleurs, vous remarquez quelque chose. On investit Baruch Hashem dans une maison qui coûte 2 millions, 3 millions de shekels Baruch Hashem en Israël, ce sont des prix extraordinaires. Un loyer qui coûte tant et tant. Combien de temps on reste dans une maison? 50 ans, 60 ans, allez, 100 ans, vous avez amorti au maximum. Parce que bon, jusqu'à maintenant, vous étiez chez vos parents minimum. 100 ans, vous avez amorti, ça vous a coûté 3 millions. C'est la maison que vous payez plus cher, alors qu'entre guillemets, l'endroit dans lequel vous allez retrouver plus longtemps, et vous coûte 10 fois moins cher. 10 fois moins cher, exactement. 1 mètre carré. Vraiment 1 mètre carré. Il dit à Akiva ben Mahalalel, il dit si une personne se rappelait ces 3 choses, d'où tu viens, vers où tu vas, et ensuite quoi? Devant qui tu vas être amené à rendre des comptes? C'est qui? Devant le bon Dieu. Si une personne garde ça en tête, il n'est pas censé fauter. C'est l'eau qu'on donnait à boire à la sota, on mettait de l'eau dedans. Ça représente le liquide qui provient de la semence. Qu'est-ce qu'on met également dedans? De la poussière, qui représente la terre dans laquelle on va être enterré après 120 ans. Et qu'est-ce qu'on diluait dans cette eau-là? Le nom de Dieu. Pour dire quoi? Regarde devant qui tu vas rendre des comptes après 120 ans. Et là, on va dire à cette femme, si toi, tu avais gardé ça à l'esprit, au moment où tu as fait tes petits calculs personnels, mon mari m'embête, je m'entends pas avec lui, il y a ce type-là qui me fait les yeux doux, il y a un type aujourd'hui, Bémet. Ah, ça de sport, il vient me voir, il me dit, là, il dit, je sais pas quoi faire. Ma femme, elle me dit que dans l'immeuble, elle se fait draguer par quelqu'un. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, mais je suis pas sûr. Et tu peux me donner un exemple? Il me dit, voilà, on était veille de fête. Ma femme, elle est sortie dans la cage d'escalier. Le voisin, il lui dit, bonjour, tu es déjà habillé pour la fête? Elle lui dit, non, je suis pas habillé pour la fête. Réponse du gars, si c'est comme ça avant la fête, ça va donner quoi après la fête? Le mec, je le vois comme ça, je lui dis, répète-moi, tu me dis, tu ne sais pas si le gars il est en train de draguer ta femme ou pas. Je dis, moi je suis religieux, j'ai pas trop de notion de drague et pas drague dans une cage d'escalier. Je dis, mais il y a des choses quand même qui sont un peu évidentes. Il me dit, alors qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Je dis, bah écoute, soit on y va à l'ancienne. Je dis, mais c'est pas très recommandé. Ou soit gentiment ta femme elle va lui dire, parce que si ça vient de ta femme, ça va lui remettre les idées en place. Monsieur, merci beaucoup pour le temps, mais c'est pas du tout approprié. Je suis une femme mariée, vous êtes gentil, on garde la distance. Qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, non mais écoutez bien la naïveté du gars, parce que je le connais, il est un peu naïf. Je dis, oh mais ça se fait pas, ça va installer un froid. Tu sais ce qui se fait pas? C'est un jour ta femme, elle vient te dire qu'il a essayé de la toucher, qu'il a essayé de l'embrasser, et ça se fait pas. Et là on va arriver à un vrai problème. Il faut savoir mettre les choses dans leur bonne valeur, d'accord? Ça c'est important. Et pourquoi est-ce qu'on parle tellement de la femme? On dit si la femme elle a fait, etc. Chazal ils disent, mesdames, Isha Bona, Isha Oreset. Celle qui construit une maison, c'est pas un rabbin avec un chapeau dans une maison. C'est une femme à la maison. On m'a posé une question cette semaine par le biais de Torah Box. On m'a dit débrouille-toi pour répondre à ça. La question c'était, pourquoi est-ce qu'une femme, écoutez la question, n'a pas le droit d'avoir une carrière professionnelle? Déjà moi-même la question je ne l'ai pas compris.
Je dis, depuis quand une femme, elle n'a pas le droit d'avoir une carrière professionnelle? Alors, regardez la réponse que je lui ai donnée, et on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet parce que c'est très très important. Puis déjà, la Torah n'a jamais interdit à une femme d'avoir une carrière professionnelle. C'est même conseillé pour n'importe qui d'être à l'intérieur et également à l'extérieur. Ça fait du bien. On sort, on se lève le matin, on a du punch, on s'habille, on se maquille, on sort, on voit un peu de monde. On remplit un peu d'énergie autre chose qu'un couscous boulette. Ça peut servir accessoirement. Et on rentre à la maison, on est frais. Et évidemment, il y a des questions halachiques. Une femme doit faire attention de ne pas se retrouver en isolement avec un homme. Et idem pour un homme. Même si tu bosses, tu ne dois pas être isolé avec une femme. C'est quoi isolé? C'est dans une pièce où personne ne peut avoir accès si toi tu ne donnes pas l'accès de l'intérieur. Donc, même si une porte elle est fermée, mais elle n'est pas fermée à clé, n'importe qui peut rentrer à n'importe quel moment, même si la porte est fermée, ça ne s'appelle pas que tu es en isolement. On peut rentrer à n'importe quand. Super. Maintenant, je leur dis par contre, il y a un truc à garder à l'esprit. C'est que la carrière, ça peut très facilement ronger la vie d'une maison. Et je donne l'exemple suivant. Je dis, prenez un papa dentiste et une mère avocate. Donc les deux ils ont une super carrière. Tous les deux ils rentrent le soir entre 19 et 20 heures. Est-ce que vous pensez qu'ils ont encore la force et la patience de s'occuper correctement de leur maison et de leurs enfants? Même s'ils arrivent à le faire, dans le meilleur des cas, allez, on ne sera pas plus, au max peut-être à 20% de leur capacité. Pourquoi? Parce que c'est normal. On n'est pas des Superman. Ça n'existe pas. On ne peut pas demander à une femme d'être au four et au moulin, ça n'existe pas. Donc il y aura forcément à un moment donné un choix qui va venir s'imposer. C'est ou mes enfants, ou ma carrière. Ou l'équilibre de ma maison, ou ma carrière. Parce que, je vous dis tout de suite, on peut prendre une nounou au mois, on fait un super tarif avec elle, qui va aller récupérer les gosses tous les jours à 3h, 4h, et ça, qui va les amener à la maison. Mais est-ce que vous pensez vraiment que ça peut remplacer une maman qui va demander à son fils de tout son cœur, mon chéri, comment s'est passée ta journée aujourd'hui? Et qui va être attentive à la réponse. Maman, tu sais, celui-là, il m'a embêté. Celui-là, il m'a pris mon goûter. Le prof, il m'a crié. La nounou, elle en a rien à faire. Elle peut être très gentille. Même si elle va écouter quelque chose sur place. Ça va pas forcément... Elle va pas prendre ça à cœur parce que c'est pas son enfant. Une nounou, elle peut très bien aussi commander un super repas traiteur par... c'est quoi les trucs, là? Walt, Uber Eats, etc. Super repas, magnifique. Les gosses, ils sont régalés. C'est même mieux que la maman. Je vais vous donner un secret. Et vous le savez très bien, mesdames, ça ne remplacera jamais la main de la maman dans la nourriture. L'amour, l'attention. Celui-là, toi, je sais que tu n'aimes pas les tomates, toi, je sais que tu n'aimes pas trop salé, toi, je sais que tu n'aimes pas le poivre. Et pareil, attention, messieurs, je m'adresse à vous. C'est pareil pour vous. Un père aussi, il a ses obligations. Et il a l'obligation d'être attentif à ne pas se laisser bouffer par sa carrière. C'est obligatoire. Parce qu'Aouda, encore une fois, tu peux payer un prof qui va venir réviser les devoirs de Gemara, de Kodesh, de Mishnah, de ce que tu veux, pour qu'il soit au top, il va avoir 100 sur 100 à l'examen. Mais ça ne remplacera jamais l'attente d'un garçon, de n'importe qui, de sa fille, d'avoir le regard de son père qui s'intéresse à lui, qui l'encourage, et qui lui dit à la fin de la Mishnah, tu es le meilleur. Ça n'existe pas. C'est comme ça. Je prends un petit exemple. Même si nous, alors par contre, je vais me réadresser à vous, même si nous, messieurs, on a nos responsabilités à prendre, on ne pourra jamais arriver à votre part de responsabilité à vous, mesdames. Je suis sûr que vous l'avez déjà tous vécu une fois. Bon, Hachem, si une femme, elle est malade. Et quand je dis malade, je ne parle pas d'un petit rhume où déjà on est mourant dans un lit. Je parle d'une femme qui est après un accouchement, qui a 42 fièvres et avec ça, elle se lève encore. Et on va dire que momentanément, la maison, elle est revenue à qui? À nous, les hommes, la responsabilité. Qu'est-ce qui s'est passé dans la maison en si peu de temps? Moi, je vais résumer en un mot. Hiroshima. Hiroshima. Papa, ils sont les pyjamas. Papa, il n'y a plus de serviettes. Papa, je suis en retard à l'école. Papa, j'ai pas mangé. Papa, ci, papa, ça. Le gars, il s'est plus au de la tête. Il essaie de préparer un repas pour faire Sarma. Avant de connaître votre mère, j'étais un grand cuisinier. Le gars, il a brûlé une marmite et 2 poils. Dans la même soirée. Au bout de 3 jours, il est parti au GAL entre 2 coups de fil. Il a réussi à récupérer le gosse du voisin au lieu du sien. Une folie, l'histoire. Une folie. Mesdames, sachez une chose. C'est pas pour rien que Chazal, ils vous ont surnommé avec un titre. Akeret Habayit. Ça veut dire quoi en hébreu? L'essentiel de la maison. La colonne vertébrale de la maison. Isha Bona, Isha Oreset. C'est une femme qui construit sa maison. C'est une femme, elle n'est pas là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et je peux vous mettre au défi dans ce que vous voulez. Prenez un homme qui va faire un petit peu la gueule à la maison, ça va se ressentir. Ça va, ça passe. Ça va, le repas, il va se passer. On ne va pas sentir d'électricité dans l'air. Mais si c'est l'autre côté,
Si c'est une femme qui fait la tête dans la maison, tu le sens. Vous voyez comment à Natalia Jubilee, on sent l'humidité dans l'air. Tu sens l'électricité dans l'air. Et là, le type, il rentre. Qu'est-ce que vous avez dit? Ça construit la maison. Ça construit cette maison. Ah oui, je vous ai en train de dire, ça construit la maison. J'ai très peur de cette maison. Le type, il rentre à la maison. Et il voit sa femme. Vous connaissez ou pas le coup classique? Le type rentre, il voit une tête. Maman, Tisha B'Av, Tcharbel. Et là, la question classique, Dave. Tout va bien? Réponse? Oui, oui, tout va bien. Oui, tout va bien. Alors regardez, si vous êtes pas trop bête, il faut pas accepter le oui comme un oui et que tu vas faire ta douche et que tu vas manger ton repas. Parce que je vous dis, dans le meilleur des cas, vous dormez sur le canapé le soir même. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Sinon, vous retournez chez votre mère pendant 2-3 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? La maison, elle s'est bien tremblée. Les petits vont voir le papa. Papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maman, elle fait la tête? Toi, on vient te demander à toi pourquoi papa, il fait la tête. Ça n'existe pas. C'est très ingrat comme situation. Mais c'est une réalité à laquelle il faut s'adapter. Pourquoi? Isha Bona, Isha Oreset. L'âme de la maison, c'est qui? C'est la femme. C'est la maman. Alors, pour revenir à la question de tout à l'heure, est-ce qu'une femme peut avoir une carrière selon la Torah? La réponse est évidemment que oui. Mais la vraie question, c'est jusqu'à quel niveau? Et surtout à quel prix? Parce que si nous, messieurs, vous l'aurez compris, mesdames, on peut essayer de vous égaler, on n'y arrivera jamais. Toujours imiter, jamais égaler. Mais si vous n'êtes pas là, si l'essentiel ne répond pas présent, la carrière c'est bien, mais qu'est-ce qui va advenir de la vraie partie de votre vie? La vraie satisfaction d'une personne, c'est pas quand il part à la retraite de savoir qu'il a défendu 50 personnes au barreau ou il a construit 2 et 3 immeubles. Satisfaction, ça va être quoi? Savoir des enfants, quand je vais les appeler, chérie, tu vas bien, j'ai besoin d'un service. Maman, bien sûr, tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu as besoin? Ce soir, je viens. Alors mon fils, tu veux m'aider à construire la souka? Bien sûr, papa, je viens. Bien sûr, il faut porter les caisses de vaisselle pour Pessah. Je viens. Ça, c'est la satisfaction. Quand tu t'assois à la table des fêtes et de Shabbat, tu vois que les enfants, ils viennent, ils ont la kippa sur la tête, et les femmes, elles se couvrent la tête, et les enfants, ils ont une kippa, ils ont une tzitzit, ils font Shema Israël, ils racontent le petit Vartora du Gan, et ils chantent les chansons avec toi. Ça, c'est la vraie chose. Ça, c'est le vrai résultat. Mais ça ne se construit pas à 20h le soir. Ça ne se construit pas entre deux clients, c'est pas possible. Donc je pense qu'à ce niveau-là, on a résumé un petit peu la question. Ça a été ma réponse à moi. Est-ce qu'elle vous a plu? Ouais. Bon, voilà. Si j'ai votre truc à vous, tout va bien. Pour vous donner un exemple, pour continuer, sur la place des femmes dans notre vie à nous, dans notre regard à nous. Et on parlait tout à l'heure au Rachem du Rav Sitruk, je vais vous raconter une petite histoire sur lui qui s'est passée. À Marseille. Rav Sitruk, quand il est venu de Strasbourg, il est arrivé à Marseille, il a été tout de suite nommé grand rabbin de Marseille. On lui a demandé de prendre la direction de la synagogue de la Victoire, de Breteuil. Breteuil, la grande synagogue de Marseille. Il a fait une réunion du comité, et il a voulu poser des conditions selon lesquelles on allait essayer si oui on allait prendre le poste ou pas. Donc la synagogue, je vous la fais courte, c'était un petit peu à la libérale. Les hommes qui priaient avec les femmes, l'orgue qui était joué pendant Shabbat pour mettre un peu plus d'émotion, un grand massacre. Un grand massacre. Le rabbin est venu, il a dit regardez, moi des rabbins d'ici avec plaisir. Mais il y a des conditions. Et c'est pas des petites étoiles, c'est des grandes étoiles. L'orgue Shabbat, on oublie. J'avais entendu Marseille. Alors écoutez Zidane, moi je viens de Marseille. Moi je viens de Marseille aussi. Ouais, bah écoutez l'histoire. L'orgue à la synagogue, on oublie. Le président, il regarde l'administrateur, ça c'est pas un problème. Comme ça, on passe quelques points. On arrive au dernier point. Et il faut comprendre également que selon la race, ce n'est pas possible que les femmes prient dans la même pièce que les hommes ensemble. C'est vrai que ça fait très famille, c'est vrai que ça fait très sympathique, mais c'est pas possible. Réponse des responsables de la synagogue. Monsieur le rabbin, on vous respecte énormément. On a envie de vous aider, on a envie de marcher main dans la main. On peut tout annoncer. Ça, on n'aura pas les forces d'imposer. Si vous voulez les faire, vous avez notre feu vert, mais c'est vous qui vous en occupez. Nous, on ne peut pas. Qu'est-ce qu'il y a ces trucs? Ok, c'est mon problème. Arrive le samedi, le Shabbat, on ouvre la synagogue pour le grand public. Et là, on arrive dans la synagogue. Un papier collé à l'entrée de la synagogue. Mesdames, vous êtes priées de regagner la place que vous n'auriez jamais dû quitter, ouvrez les guillemets, au-dessus des hommes. C'est son fils qui a raconté l'histoire, le Rabbi Yaakov Sitruk. Il a dit,
il n'y a pas eu une personne qui a râlé ce Shabbat. Personne n'a râlé. Il n'y a pas une femme qui a dit quelque chose. Elles ont toutes pris la direction de l'escalier, elles sont toutes installées, et ça a commencé comme ça la synagogue de Breteuil, qu'on la connaît aujourd'hui, de manière tout à fait naturelle. Ça, c'est l'intelligence de Rav Cédric Alavachana. Ben, ça veut dire quoi? Même les prisonniers, ils ont dit, écoutez, on peut tout faire, mais sans prendre aux femmes, on va se faire déchirer. On n'est pas capable. Et vous voyez que Baruch Hashem, avec, on va dire, la bonne approche, on a réussi à faire des choses extraordinaires. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On prenait cette femme et on devait la tester. Est-ce que tu as été fidèle? Est-ce que ta maison, à cause de toi, elle va partir en cacahuète ou pas? On le faisait boire cette fameuse eau de la sota. D'ailleurs, il me semble que c'est le Zohar qui dit ça. Je vous dis, j'ai un doute parce que j'ai lu plusieurs livres Shabbat, mais je crois que c'est dans le Zohar qui disait que Akadosh Baruch Hu, quand tu vois une avéra pareille, il va se mêler. Dans le sens où très souvent, c'est pas marqué tout le temps, il est marqué très souvent, Hachem va faire en sorte de punir ceux qui ont fait une avéra pareille, l'adultère. Les gens qui essayent de faire malheureusement quand on commet une avéra pareille, c'est de faire en sorte qu'évidemment ça va le savoir le moins possible, voire pas du tout. C'est le but de rechercher. Donc on le fait en secret, on efface les traces des messages, on paye en liquide, trace des chambres d'hôtel, etc., etc. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il va faire des fois exprès que la femme elle va tomber enceinte. Pourquoi? Vous avez voulu cacher l'histoire, moi je vais la faire éclater au grand jour. Et pire que ça, il dit le Zohar, j'étais choqué, j'ai relu le texte 3 fois. Il dit que le bébé qui va naître de cette relation, Hachem va faire en sorte qu'il ait les traits de visage de qui? De l'homme en question. Comme ça, même ça, la femme pourra faire croire à son mari que quoi? Ben il est de toi. Non, il n'est pas de toi, il est de Jean-Pierre. Il est de Jean-Pierre, malheureusement. Et un jour, il y a une histoire qui raconte le Midrash que vous connaissez peut-être tous, mais je la rappelle. Un jour, il y avait une femme qui avait trompé son mari, et son mari, il a eu un doute. Pourquoi il a eu un doute? La Torah dit Ve'avar alav roarkina. Il a eu un vent de jalousie. C'est Hachem qui souffle à l'oreille de l'homme. Il y a un truc qui ne va pas dans ton couple. Le type, tout allait bien, il y a un truc qui ne va pas, d'un coup, il y a des soupçons. Il devient Khashdan, qu'est-ce qui se passe? Il a dit d'amener sa femme au Beth Amikdash. Il dit, mais j'ai rien fait, mais c'est fou, tu me prends pour qui? Il dit, je vais t'amener quand même. Cette femme, elle savait très bien qu'elle allait boire l'eau. Qu'est-ce qui allait se passer quand elle a buvé? La Torah dit qu'elle se mettait à gonfler comme un ballon, elle allait exploser. Sur place, une horreur. Elle savait qu'elle allait passer à la trappe. Et cette femme, elle avait une sœur jumelle. Mais jumelle comme 2 gouttes d'eau sans faire de jeu de mots, ouais. Elle va la voir et dire, regarde, si moi j'y vais, je reviens pas. Si toi tu y vas, tu vas faire. Vas-y, va à ma place. L'autre, elle a voulu aider sa sœur, elle a dit ok. Elle se fait passer pour sa sœur, elle va accompagner son beau-frère, donc qui est censé être son mari, ils vont mettre la bigdash, ils font tout le truc, t'es sûr, jure, t'as un truc, il y a tout un processus. Et là, elle boit. Grand silence. Il se passe rien. Le type, il est soulagé. Il est content. Excuse-moi, je t'ai soupçonné, c'est pas juste, c'est ça, et ça, et ça, et ça. Et bon, Hachem, il rentre à la maison. Donc elle lui dit, écoute, je vais faire les boutiques, bien sûr, prends ma carte, excuse-moi, fais-toi plaisir, tout ce que tu veux. Elle, qui elle va rejoindre tout de suite? Ah oui, sa sœur. Voilà, bon, Hachem, c'est passé, c'est terminé, tu peux retourner avec une nouvelle page à la maison, etc. Merci ma sœur, viens, je t'embrasse. On fait la bise, à la française. Le Midrash raconte que la femme qui avait bu, il lui restait une petite goutte ici. Et cette goutte, comme par hasard, évidemment, elle est rentrée dans la lèvre de l'autre. Sur place, elle a explosé. On peut pas jouer avec Akadosh Baruch Hu. Vous vous souvenez, le cours de la semaine dernière qui a précédé Shavuot, on a parlé de quoi? On a parlé du fait de suivre la Torah et de voir les bons résultats. Le fait de vouloir truander, avoir l'impression que des fois ça paye, on l'a dit sur le cocktail, sur certaines choses, mais en réalité sur les vraies choses de la vie, on était tout de suite perdant. Et là, la Torah, qu'est-ce qu'elle dit après ce passage avec la Sota? Elle vient, elle colle le sujet du nazir. C'est quoi le nazir? C'est celui qui prend sur lui de ne plus boire de vin, de ne pas se couper les cheveux, de ne pas se rendre impur au niveau des morts. Et il y a plusieurs interdits, etc. Comment ça a commencé, nous dit Rashi? Un type, monsieur tout le monde, monsieur Attal, monsieur Cohen, on va dire monsieur Cohen, comme ça il ne prend pas que sur la tête des mauvaises choses. Il va au Beth Amikdash, il décide d'amener un korban. Soit un korban Toda pour remercier Hachem qu'il a au Hachem une belle famille, il a un beau travail, il a des bons revenus, il a fait l'Aliyah, tout va bien. Il va au Beth Amikdash et Rashi dit quoi? Il ramène la Gemara. Roé Isha Bekil Kula. Il voit une femme dans sa dégradation. Pourquoi on appelle ça dégradation? La femme Sota, avant qu'on lui fasse boire cette eau, les Kohanim, ils savaient que c'était tellement sans retour, si jamais il y avait vraiment un Avera qui s'était faite, on l'effrayait, on l'humiliait. Une femme mariée, mesdames, qui a l'habitude de se couvrir la tête, qui a pris l'habitude, vous lui découvrez la tête, elle te dit, je me sens nue. Cette femme mariée qui venait avec son foulard ou sa perruque, qu'est-ce qu'ils faisaient les Kohanim? Ils lui découvraient la tête. Pour la choquer.
Regarde jusqu'où on est en train d'aller maintenant. Et on l'effrayait. Tu sais que si tu as fait, tu vas jurer, tu truc, tu vas mourir. Et là, on l'effrayait. On essayait de réveiller en elle vraiment, on va dire, le sentiment de peur qu'elle allait la faire avouer finalement. Et le nazir qui voit cette femme à qui comme ça, on est en train de dévoiler ses cheveux, on lui fait peur, et là, elle pleure. Oui, non, j'ai rien fait. Rachid, qu'est-ce qu'il vient nous dire au nom de la Gemara? Si une personne, monsieur, n'importe qui, voyez Isha Bekil Kula, une femme qui est en train de passer ce processus de sota, la Gemara lui dit c'est un message directement pour lui. Fais attention. Toi, monsieur qui a rien fait, si tu vois ça, c'est un message pour toi. Si toi, tu continues dans ta vie de tous les jours maintenant à boire, à faire ce que tu veux, béhéter, avec autorisation, toi, tu risques d'arriver à un cas où tu vas être aussi soupçonné d'adultère avec quelqu'un d'autre. La personne, elle avait tout de suite le message d'Hachem qui disait à partir de toi, tu dois être nazir pendant un certain temps. Tu coupes pas les cheveux, tu bois pas de vin. Parce que pourquoi, mes amis, c'est important de préciser ça? Parce que comment vous pensez que les dérapages, ils arrivent? Comme on l'a dit tout à l'heure avec l'exemple que je vous ai rapporté. C'est pas du jour au lendemain, le type il se lève, il aime sa femme, il aime ses enfants, il voit une femme, il pète un câble, il va faire ce qu'il va faire avec elle. Ça marche pas comme ça, pas du tout. C'est un processus. Mais qui est-ce qui aide beaucoup au processus de dérapage à votre avis? Et ouais, l'alcool. Et là, je vais arriver à un truc quand même qui est important. J'ai parlé avec plein de gens. Plein de gens. Et qu'est-ce qu'ils me disent? Tu sais, des fois, ma femme le soir ou l'après-midi, elle n'est pas à la maison. Et j'entends toquer à la porte. J'ouvre, c'est qui? La meilleure amie de ma femme. Mais non, ça fait 15 ans qu'elles se connaissent. Elle était à mon mariage, c'était le témoin de ma femme à la mairie. C'est comme la tante de mes enfants. C'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme ma sœur. J'adore les c'est comme. C'est comme. Je dis maintenant elle est là. Ma femme elle est pas là. Moi je suis un gars poli, il me dit. Moi je suis un gars bien élevé, j'ai des manières. Qu'est-ce que je fais? Je lui sers un verre, elle est à la maison. Alors voilà, s'il est 16h, bon, oui, on va pas sortir tout de suite le rosé, ou quoi que c'est l'heure de l'apéro. Alors un petit coca, mais s'il est un peu tard le soir, il me dit qu'elle est fatiguée, qu'elle a une grosse journée, je vais boire un verre, ouais, avec plaisir, machin. Je dis, je fais rien de mal. Je tiens à vous dire quelque chose de très important. Moi, j'ai connu quelqu'un, que je connais jusqu'à aujourd'hui, hein. Il n'a pas disparu. Quand j'ai fait la connaissance de ce couple, Béhémet, puis Blainara, qu'est-ce qui leur manque dans leur vie? Lui, très beau. Elle, très belle. Blainara, 4 enfants, magnifiques. Ah oui, les chiens font pas des chats, pour Hachem. S'il y a des bons gènes, c'est que ça va suivre. Une super belle maison, super belle voiture. Ils habitent en Israël, ils sont heureux, ils reçoivent des gens Shabbat. La femme, elle a plein d'amis, l'autre, il a plein d'amis, il a de la part là, ça. Je vous dis, tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est extraordinaire, et tout va bien. Un jour, je me demande pourquoi est-ce que je vois plus le monsieur à la synagogue, le Shabbat. Et moi, je venais vraiment par épisode, hein. Et je me rends compte que sa femme aussi, elle est plus là à parler avec avec ma cousine, avec ma soeur, avec ci, avec ça. C'est bizarre. Donc à un moment donné, je vais poser la question à quelqu'un, je lui dis, pourquoi ils ont disparu la famille Intel? Et là, la personne, elle baisse la tête. Ah, je me dis qu'il y avait embrouille. Il y a eu un drame. Il y a un drame, je ne sais pas, on va appeler ça un drame, il n'y a personne qui est mort, mais bon, il y a eu presque mort d'homme. Quoi? Monsieur a trompé madame. Avec qui? La meilleure amie de sa femme. Et comment c'est arrivé? Parce qu'à un moment donné, bon, comme on dit Shlomo Ameler, sauf Davar, Akol Nishma. En fin de compte, tout se sait. Qu'est-ce qui s'est passé? Histoire vraie, hein? La meilleure amie de sa femme, elle voulait toujours voir sa copine, et sa copine, et sa copine, et sa copine avec son mari, ça c'est avec eux, ils discutaient, ils rigolaient, ils sympathisaient, ta. Et elle a commencé à venir aussi, des fois quand elle était sa femme, elle n'était pas là, mais une fois c'est par erreur. Ah, elle n'est pas là, je repasse, mais non, pourquoi? Rentre, pourquoi? Je te sers un petit verre, on discute un petit peu, tu voulais lui dire quoi? Et une fois, et 2 fois, et 3 fois, évidemment, il y a eu des dérapages, j'ai pas qu'une fois. Et là vraiment, je tiens à ouvrir une très grande parenthèse, parce que ça m'est arrivé à moi. Et encore une fois, vous savez que quand je fais un cours de Torah et je vais vous apporter un peu de moussard, je viens tailler personne en particulier parce que je ne vous connais pas. Et même si je vous connaissais, mon but c'est de vous donner envie d'avancer, pas de vous tirer vers le bas. Mais il y a quand même des choses qui sont un petit peu évidentes. Et il y a un point qui risque d'être un petit peu sensible, et je vais quand même le dire, parce que je cherche votre bien. Pas vous caresser dans le sens du poil. Moi je ne comprends pas à titre personnel que des hommes et des femmes, qui sont évidemment pas mariés et femmes, se fassent la bise. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi le problème? C'est juste une bise après tout. Je rentre pas maintenant du tout, dans le côté halakha, une femme on n'a pas le droit de la toucher, elle peut être dans la nida, elle est interdite, elle est ça. Je rentre pas là-dedans. Simplement un exemple. L'autre fois, j'ai parti donner, on m'a demandé de donner un cours de Torah dans une maison d'un ami que je connais très bien.
Donc c'est des gens que je connais depuis 10 ans. Ruben, ça va, tac, tu veux faire un petit cours, on fait un Melavé Malka, ambiance, trac, machin. J'ai baissé le bras, je vais là-bas. Alors, il y avait plein de gens que je connaissais à ce cours et aussi des gens que je connaissais pas. Maintenant, rassurez-moi, j'ai une dégaine de religieux, un minimum quand même, non? Ouais, j'ai un costume noir, j'ai une petite barbe, j'ai une kippa. Je dis, celui-là, c'est pas forcément un curé, quoi, au premier regard. Bon, à la rigueur, mais rabbin quand même. Rabbin quand même. Et là, les gens ils commencent à arriver. Bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour un tel, bonjour un tel. Et là, il y a un couple que je connais pas qui arrive. Jusque-là, tout va bien. Le type, il prend la place des hommes. Et là, la fille, la femme, je sais pas pourquoi, elle se met en devoir de faire la bise à tout le monde. Donc, elle commence par les femmes. Salut, tu vas bien? Vous avez compris le bruitage qui va continuer pendant un certain temps. Tac, 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 tac. Et là, elle arrive sur le côté des hommes. Donc, elle voit un tel, ça va, tu vas bien, Jordan, David, Stéphane, qui tu veux, tata, bisous, 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 bisous. Et là, dans l'élan bisous, elle se rapproche de moi. Donc moi, je suis en bout de table. Donc moi, je suis en bout de table. Et je la vois s'approcher et de plus en plus, je sais pas, mon cœur, il a commencé à palpiter. Et je la vois mis dans le même élan. Ta, 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 ta. Et là, à un moment donné, elle arrive vers moi et dans l'élan, elle voit que mon regard, il est assez prononcé. Et là, elle a un petit doute. Et elle me dit, vous embrassez? Je dis pas exactement, non. Ah, pardon. Elle est passée au suivant. Mais le suivant, également une personne mariée, il était là, qu'est-ce qu'il lui dit? Non, moi non plus. Et on a gagné que la moitié de la deuxième rangée, elle a fait pareil. Bon, à la fin, il s'est passé ce qui s'est passé, on a continué le bruitage habituel. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, il y a un truc que j'ai loupé. Évidemment, est-ce que cette personne a une mauvaise intention? Non. Comme on dit, bah, c'est comme ça, c'est être poli, c'est être ci, c'est ça, je vous dis même pas. Je vous parle même pas du fait qu'il y a un problème aussi de serrer la main d'une femme, si c'est pas la nôtre, etc. Je rentre même pas là-dedans. Moi, je me dis, quand je vois un problème, j'adore le démonter. Et je le démonte. Je me dis, viens, je regarde uniquement la chose, aussi petite soit-elle. S'il y a un homme demain dans le métro, dans la rue, qui voit une femme qu'il ne connaît pas, et qui ne fait que la regarder, de manière insistante, la femme, elle va se sentir, elle va se dire qu'il y a un souci. Oh, tu me regardes, arrêtez de me regarder, vous me mettez mal à l'aise. Ben non, le gars, il n'a rien fait. Ok. Bon, on est d'accord déjà sur la base. On passe à un niveau supérieur. Le type, il vient, il touche la personne, il touche la femme. Qu'est-ce qu'elle va lui dire? Ça va pas? On peut porter plainte, accouchement, etc., etc., etc. Allez, on passe d'un niveau. Le type, il vient, il connaît pas la femme, il lui fait un bisou. Et si moi, j'aurais mis une tarte, j'aurais fait tourner 180 degrés la tête, minimum. Ouais. Et là, alors, on est d'accord là-dessus. Donc maintenant, je reprends mon truc à moi. La femme, elle connaît personne. Moi, je la connais pas, elle me connaît pas. Elle vient, elle s'approche de moi, là, jusqu'ici, et elle me fait un bisou, là et là. Et je lui dis, attends, quand j'ai vu ça, je lui dis, attends, à quel moment on a justifié le fait de rentrer dans une proximité pareille avec quelqu'un que je ne connais pas? Je suis désolé. Mais je suis désolé. On n'a pas besoin d'être amoureux pour ça. Il y a des codes, mais évidemment. Mes amis, quand je vous parle de quelque chose qui s'est passé sur des couples que je connais, je vous laisse imaginer la suite. La maison fracassée du couple dont je vous ai parlé, les 4 enfants détruits, psychiatres, psychologues, les 2 ils sont détruits, ils ont refait leur vie après comme ils ont pu. Mais c'est venu à cause de quoi? Parce qu'il y a un manque de barrière qui est posé. Et là, je vais vous dire quelque chose. Les barrières, c'est pas pour les religieux. Il faut arrêter avec ce truc débile là. Ces idées reçues, les religieux, ils sont compliqués, ils sont machin. Non. Les barrières, c'est pour des gens qui ont du bon sens. C'est uniquement pour ça que ça a été fait. La Torah, elle est plus intelligente que toi. Le bon Dieu, il est plus intelligent, c'est lui qui t'a fait. C'est lui qui t'a créé. Il connaît tes avantages et tes inconvénients, tes défauts et tes qualités. S'il te dit, Baba, écoute-moi, lève le pied sur l'alcool avec une femme que tu connais pas, non, c'est pas grave, ne sois pas poli, viens, je te sers un verre. Tu dis, écoute, j'ai du coca ou du jus d'orange. Tu préfères quoi? L'eau plate? J'ai aussi. Ne fais pas le grand mec, j'ai un whisky à te faire goûter. Une merveille, un whisky japonais, 500 la bouteille, tu vas te kiffer. Pourquoi tu fais le beau gosse? Pourquoi tu fais le beau gosse avec elle? Dans ta tête, tu sais très bien qu'il y a peut-être un 0,01% que tu veux un petit peu trouver grâce à ses yeux. Et beaucoup plus que 0,01%. Mais pourquoi tu joues avec le feu? Pourquoi tu joues avec le feu? Tiens, une femme, tu as des enfants. Un jour, il y a un rave qui a dit, est-ce que vous imaginez que pour un moment de passion de quelques minutes, les gens ils bousillent une vie entière. Et on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure.
Si une personne, elle voyait les comptes qu'elle allait rendre au bon Dieu, mais également, je vais vous dire quelque chose de beaucoup plus fort, les comptes que tu allais devoir rendre aussi aux des gens autour de toi. Parce que même si ta famille, ça reste ta famille, tes parents, ça reste tes parents, tes frères, tes soeurs, ça reste tes soeurs, et tes enfants, ça reste tes enfants. Que tu le veuilles ou pas, même s'ils vont être là pour t'accueillir, ils vont quand même, tu vas quand même les décevoir, tu les auras dégoûtés. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Mes amis, je pense que ça, c'est un des messages qu'on peut retenir de tout ce Dvar Torah. Akadosh Baruch Hu, il est beaucoup plus intelligent que nous. Et s'il nous demande de mettre des barrières, même des fois, si elles sont un peu, elles sont soit difficiles à appliquer, ou soit des fois où on a l'impression qu'elles manquent de logique, je vous garantis que si on va creuser un tout petit peu, et si on réfléchit comme je l'ai fait, tu regardes les questions de la vie, tu regardes ci, tu regardes ça, l'alcool, c'est quoi le problème? Ça commence par un rien. Mais c'est quoi ce qu'on a dit une fois dans un cours ici? On a dit que ça ressemble à une muraille qui est infaillible, incassable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de faille. Il suffit qu'il y ait une petite faille qui commence à voir le jour, on sait que c'est le début de la fin. Pourquoi? Parce que qui dit faille, dit destruction. Quand tu te permets, vous messieurs ou vous mesdames, de laisser une petite faille s'insérer dans votre kedusha à la maison, dans votre relationnel avec les gens, ça peut être le meilleur ami, la meilleure amie. Vous savez comment ça commence, vous ne savez pas comment ça peut terminer. Or, soyez, comme on dit, Chacham Einav Berosho. L'intelligence, c'est quelqu'un qui voit ce qui va se passer après. Aujourd'hui, c'est ça, demain, ça peut être ça. Et dites-vous toujours la même chose. Est-ce que ça, je le ferai devant n'importe qui ou pas? Est-ce que si mes parents étaient là maintenant, ils accepteraient, ils jugeraient normal que ma femme, quand elle n'est pas là, je reçois sa meilleure amie à 20h le soir et qu'on discute pendant 2h30 et qu'elle me parle de ses malheurs et je joue au psychologue et je lui donne un mouchoir et je la prends par le bras? Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais j'ai rien fait, je vais être gentil avec elle. Sois pas gentil avec elle. Sois gentil avec ta femme. Préserve ton foyer. Et il n'y a aucun problème de dire gentiment. Et je peux vous dire que moi, je l'ai déjà fait. Vous rentrez dans une banque, juste pour montrer encore une fois un exemple dont je ne suis pas venu vous parler aujourd'hui. Vous rentrez dans une banque et vous êtes quelqu'un qui applique la Torah dans tous les détails. Vous savez que vous n'avez pas le droit de serrer la main à une femme qui n'est pas la vôtre, qui n'est pas votre mère ou votre grand-mère, etc. Et vous avez la banquière qui vient. Monsieur Attal, bonjour, votre conseillère bancaire. Et bien toi, tu as besoin d'un crédit derrière. Tu as besoin de 30 000. Tu sais que ton dossier, il n'est pas super. Tu as envie de lui serrer pas la main. Attends, demain, tu veux lui serrer. Et tu lui dis, excusez-moi madame, je ne peux pas vous serrer la main. Le blanc. Un jour, un rave m'a dit à l'échelle, il m'a dit, mais il ne faut pas être bête. Tu prépares la personne. Si tu vois qu'elle arrive, elle fonce sur toi, tac, déjà la main tendue. Monsieur Attal, bonjour, il est 13h, je vous attendais. Toi, déjà, tu t'es arrêté de marcher 5 mètres avant, tu as fait comme ça. Et tu dis bonjour madame. Elle va comprendre tout de suite, hein. Elle va comprendre tout de suite. Et tu rajoutes. Il n'y a rien contre vous, c'est une question de religion. Si elle n'est pas trop bête, elle respecte. Si elle est bête, elle se vexe. Bon, je pense que le crédit, on va en reparler plus tard. Mais sachez que je me aussi derrière la banquière et le crédit. Alors soyons intelligents. Encore une fois, ça c'est un exemple. Je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui, c'est juste un exemple. Mais on reprend les bonnes mesures. Il faut être capable d'être intelligent. Vous vous rendez service finalement à vous. Vous vous évitez des dérapages. Profitez, gardez. Préservez-vous, préservez vos maisons, préservez vos femmes. Et je vous garantis que c'est le jour où il sait ce qu'il vous demande de faire et de ne pas faire. Il a vu déjà 10 pas en avant. Il y a la sorte qu'on soit capable d'intérioriser ça et d'appliquer ça au quotidien et Bezrat Hashem de faire un vrai Kiddush Hashem. Amen, Kenny Ratson, Chazak à tous. Alors, אם לא נשכח